Bonsoir. Je vais vous parler de mon cheminement en affaires, en entrepreneuriat, puis en parallèle de mon cheminement artistique. J'ai été guidé beaucoup par le rêve. Quand j'étais tout jeune, j'adorais les films. J'adorais les films avant même de savoir qu'on devait en faire un film. Je croyais que c'était des univers qui existaient en soi. Éventuellement, j'ai été en réalisation. C'est ce que j'ai étudié à l'Université de Californie, puis ensuite à New York, avant de revenir ici et de découvrir le VJ. Ce qui m'est arrivé juste avant de revenir à Montréal, j'ai eu une genre de réalisation. C'était, je crois, en 99. Je pensais au futur, pas seulement mon futur, mais le futur en soi du média. Puis, j'ai vu que le monde, justement, qu'on retrouve à l'écran, et le monde de notre vie, la réalité qu'on pourrait appeler, je les voyais se mélanger déjà, puis de plus en plus. Maintenant, on voit quelque chose sur YouTube, par exemple, puis on se pose presque pas la question si c'est vrai ou non. On est plus comme pris par l'émotion de la chose, mais on peut voir quelqu'un se faire frapper par un autobus en skateboard, puis on peut trouver ça drôle parce qu'on ne peut pas s'imaginer que la personne en est morte ou qu'elle a même été blessée parce qu'on est vraiment habitué à voir des choses comme ça, puis qu'il y ait un effet ou non, on se pose moins la question qu'avant, surtout avec les effets spéciaux maintenant qui sont rendus tellement bons, puis qui sont faciles à faire. Donc, en réfléchissant à ça, j'avais 21 ans à l'époque, j'ai commencé à me distancer plus de l'idée de devenir réalisateur, puis je me suis dit, mon vrai rêve, c'est d'avoir une station de télé. Ça m'intéressait plus de faire vraiment partie de la création de ce nouveau monde que je voyais venir. Le cinéma, pour moi, c'est devenu rapidement aussi une façon pour moi de vivre des histoires. Pour moi, de moi-même me dire, OK, j'ai une idée dans la tête, quelque chose que je veux vivre, par exemple, que je veux tout simplement vivre comme histoire, puis que je peux écrire, puis ensuite aller le faire. Donc, je me suis mis à faire du documentaire sans m'en apercevoir, parce que pour moi, c'était vraiment de la fiction à la base. J'abordais ça comme un scénario, mais pour me donner l'excuse de le faire, ben, j'en faisais un film. Puis, c'est ce qui m'a beaucoup guidé à devenir justement un cinéaste, puis à sortir aussi de l'écran 16:9 qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est une photo qui a été prise, je crois, la deuxième année de Moment. On venait de rentrer dans les locaux dans lesquels Moment Factory est toujours, sur Hutchison. Puis, la façon que j'ai démarré Moment Factory, c'est que j'avais une autre compagnie avant. J'ai découvert le VJ, qui était comme improvisé avec le cinéma, quelque chose que je ne croyais pas vraiment possible. Puis étant quelqu'un qui adore l'improvisation, ça m'a vraiment allumé le VJ. Vous savez c'est quoi le VJ? C'est mixer des sources vidéo ensemble en direct. Donc, on voit ça beaucoup. Par exemple, ce que Moment Factory fait, c'est souvent associé à ça. Quand on voit des projections, par exemple, puis que les images dansent au son de la musique, puis que c'est fait en direct, on appelle ça un vidéo jockey. Donc, quand j'ai découvert le VJ, pour moi, c'est comme un instrument de musique dans un sens qui m'a complètement ouvert parce que, soudainement, je pouvais avoir une idée puis l'actualiser à l'instant même. Bon, ben, ça se peut que je crée des choses, que je raconte des choses avec mes images qui sont meilleures que ce que j'aurais réfléchi moi-même. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai été vraiment mauvais à faire de l'argent avec ça au début. Donc, je me suis donné la chance de repartir une business qui n'avait pas de lien avec le cinéma pour m'assurer que j'aime pas trop ça, puis que je charge mieux pour ce que je fais. C'est comme ça que j'ai commencé AZ Club. AZ Club, c'était à la base encore du rêve d'une station de télé. AZ Club, c'est un portail avec lequel on créait, c'était en 2001, je crois, c'était encore dans le buzz comment on appelait ça, de l'Internet Bubble. J'ai engagé des gens pour faire un outil pour faire des sites facilement, puis que tous ces sites transactionnels, l'ensemble des produits se retrouvent dans un portail commun. C'est un concept, en fait, que je ne connais pas. Peut-être Etsy ou quelque chose comme ça, un lien avec ça. Mais on avait eu un bon succès, surtout dans l'industrie du meuble, par exemple. On avait fait, je pense, 130 quelques magasins de meubles. Donc, le portail AZ Déco était bien rempli.
Puis là où j'ai eu, je pense que j'ai fait un bon coup avec AZ Club, avec ce concept-là, c'est que plutôt que charger un gros prix pour faire la conception du site, je chargeais, je pense, 3 000 au départ pour faire le site. Puis ensuite, c'était 250 par mois par site. Donc, quand les compagnies web se sont mis à moins bien aller avec les années, nous, en fait, on ne faisait que grandir graduellement. Puis, en faisant Z-Club, je me suis vraiment dit, OK, je vais faire comme une station de télé, mais je vais commencer par la pub. À la place de commencer par le contenu, je vais commencer from the ground up. J'ai eu un financement avec cette idée-là au départ que j'ai regretté par la suite parce que je me suis retrouvé à travailler pendant 3 ans plus sur le passé que sur le futur. À avoir développé quelque chose dans ma tête que je me disais, c'est ça que le monde a besoin. Je m'imposais sur le marché. Tandis qu'après 3 ans, en 2000, je pense que c'était l'été 2001 ou l'été 2002, j'ai créé momentfactory.com. Momentfactory.com, au départ, ce n'était pas une compagnie, c'était un simple site. Je faisais encore des films, des moments, que j'appelais, parce que ce n'était pas vraiment des courts-métrages, c'était plus des sources vidéo que je mixais ensemble par la suite. Donc, des petites histoires séparées qui venaient créer un narratif plus complet. Donc, momentfactory.com a été lancé en août 2002, je crois, ou août 2001, là, ça m'échappe. Puis, ça crée un buzz. En mettant un film par semaine, à une époque où il n'y avait pas encore de YouTube, qu'il y avait seulement comme 3 autres sites qui faisaient de la vidéo, puis qu'il n'y avait pas vraiment de vidéos de ce genre-là, je me suis surtout, je me suis créé une communauté, mais une vraie. Pas comme le genre de communauté qu'on peut dire aujourd'hui, qui sont comme un certain nombre de likes sur Facebook, mais vraiment des gens qui sont venus sans qu'il y ait aucune information sur le site. Je me suis mis à recevoir des demandes d'autres vidéastes, d'autres VJ, cinéastes, pour mettre leur contenu sur le site. Cette base-là de gens, c'est encore des gens qui travaillent avec Moment Factory aujourd'hui, puis avec qui je travaille encore pas mal toutes les semaines. Donc, il y a vraiment une base au début des années 2000 autour de moi qui s'est créée à partir de ce site-là. Puis aussi, étant donné que c'était ouvert, qu'il n'y avait pas de description, ça pouvait devenir pas mal n'importe quoi. C'est-à-dire que le nom Moment Factory, c'est peut-être un des meilleurs flashs, une des meilleures idées que j'ai eues de ma vie, parce que c'est venu guider beaucoup qui on est devenu. Après quelques mois, j'avais un ami, Saction, qui avait loué un espace. Il ne savait pas trop pourquoi, mais il avait le goût de faire des choses. Puis il faisait lui aussi du VJ. Quand j'ai parlé du site, puis comment ça allait bien, puis qu'il y avait comme une demande, mais que je ne savais pas trop comment y répondre, Saction étant vendeur de nature, lui faisait des décors en cinéma, puis il a dit « Ah, ben on avait dit qu'on ferait quelque chose, ça, ben faisons ça, t'aimes-tu le nom? » Alors, c'est comme ça que Moment Factory a démarré. Ça, c'est Saki. Ça, c'est Jason. Saction, lui, était en décor. Moi, je venais du cinéma. Donc, le mariage de ces deux-là n'aurait pas été complet pour vraiment créer ce qui est devenu Moment Factory sans Dominique Audet dans le centre. Dominique, on le voit dans l'arrière, c'est lui qui nous backait. C'est-à-dire que tout au niveau de la technique, tout ce qui est technologique, lui s'assurait en fait que ça fonctionnait. Fait que moi, j'avais beau avoir des belles idées de concept, tout ça, Saction savait vraiment les amener dans l'environnement d'une façon à ce qu'on mélange décor, éclairage, fumée, architecture et finalement projection sur des écrans. C'est comme ça que j'ai vraiment abordé tous les projets qui ont suivi pour moi pour les 8 prochaines années. C'est-à-dire qu'avec Moment Factory, un projet, c'était pas nécessairement de rentrer puis de faire un background de show ou d'habiller un environnement. C'était de créer une histoire par le médium que je vous disais tout simplement, et qui était la vie. Donc, tout ce qui était à notre portée, qui était déjà dans l'ambiance d'un endroit, dans l'ambiance d'un événement, dans le narratif que les gens vivaient en arrivant à l'événement. J'essaie d'intégrer tout ça pour vraiment raconter quelque chose, pour pas juste leur donner du « wow ». Quand on engage Moment, on en veut plein la vue, tout ça. Puis, pour moi, qui est vraiment dans le narratif, qui aime vraiment beaucoup raconter, c'est pas ça qui était demandé de moi. Ce qui était demandé de moi, en fait, c'était d'aller chercher le plus de technologie pour un budget. Puis ensuite, ce qui venait dans le concept, je dirais que autant au niveau budgétaire que conceptuel, là, c'était comme le dernier 10 En toute honnêteté, ça m'a un peu tanné. J'ai eu une grande expérience.
à l'âge de 25 ans. Ça faisait 1 an que Moment Factory était démarré. On va regarder cette bande-annonce. C'est mon premier film, on peut dire. Qu'est-ce que tu comptais, là? Non, je me dis que lorsqu'on est sur la montagne, on se demande pourquoi est-ce qu'on fait ça. Même quand il pense, on dirait que c'est un personnage qui l'a fait, c'est pas nous autres. C'est ça. From the highest peak on this beautiful planet, summit of Mount Everest, you're watching Moment Factory. Quand j'ai montré ça à mes associés à l'époque, ils ont fait « Oh! » Puis, vous voyez encore, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé cette bande-annonce jusqu'à hier en montant la présentation, mais je voulais revoir cette bande-annonce originale-là pour revoir cette fin, justement, parce que après seulement 1 an de Moment Factory, j'étais beaucoup encore dans cette idée d'une télé. Puis, l'Everest, ou les 7 sommets, quand j'étais en 5e année, là, j'ai écrit une bande dessinée qui s'appelait « Un homme et son rêve » à propos d'un jeune garçon qui escaladait une montagne parce que son père était mort sur la montagne, qui escaladait le mont Everest, pardon. Puis, je me suis retrouvé à le vivre, disons, une quinzaine d'années plus tard, de vivre ça avec mon père, qui était en vie, et il l'est toujours. Puis, j'avais oublié cette bande dessinée jusqu'à ce que je sois sur la montagne en train de vivre cette histoire. Donc, ça a vraiment créé un mariage dans ma tête de dire, OK, c'est un outil pour moi, la caméra, pour venir marier le monde de la fiction ou du rêve et de la réalité. Moment Factory aussi, quand on parle de rêve, pour moi, tu sais, de ce rêve d'une station de télé, qui n'est pas traditionnel, c'est le meilleur mot que j'ai pour le dire. C'est pas quelque chose que j'ai réalisé encore, mais tout ce que j'ai fait, en faisant des choses vraiment avec amour pour la chose comme telle, donc j'ai pas l'impression, ça fait longtemps que j'ai l'impression d'avoir travaillé, c'était, comme dans le cas de Moment Factory, de sortir, d'éclater la télé, ce qu'on connaissait de la télé, tout le moins qu'on retrouvait dans du 16-9, comme je disais plus tôt. Donc, c'est encore une fois, j'avais ces idées d'habiller le monde d'une façon à ce que, justement, les médias se confondent avec la vie. Puis, vous pouvez voir comment cette expérience, qui est devenue un film, un documentaire télé, est venue vraiment éclater mon centre de possibilités. Puis j'aime, tu sais, la façon la plus simple pour moi de définir cette expérience, parce que on pourrait parler de ça longtemps, c'est que toute ma vie, j'avais l'impression que j'avais un cercle de possibilités, puis que j'avais fait des choses, puis que je pourrais faire des choses comme faire des films, par exemple, ou avoir des enfants, ainsi de suite. En montant les montagnes, je me disais, si je suis capable de faire ça, ça veut dire que je suis capable d'atteindre ces buts-là. Mais en escaladant le mont Everest, particulièrement, ça a été un déclencheur parce que j'ai fait quelque chose à l'extérieur du cercle. Donc, ça a comme éclaté mon cercle de possibilités. Puis ça m'a permis aussi au niveau affaires, malgré que la montagne a beau être une très bonne métaphore pour la vie, la vraie vie et les affaires sont plus complexes qu'une montagne. Parce que la montagne, la beauté de la montagne, c'est que le but est clair. Donc, on sait où on s'en va. On ne sait pas exactement comment on va se rendre, mais on peut vraiment se donner une bonne idée du chemin. Puis, j'essaie toujours de me ramener le plus, dans tout ce que j'entreprends, le plus proche de ça, d'une idée claire de où je veux aller. C'est quelque chose qui vient beaucoup de mon père. Tu sais, de dire, Jason, tant qu'à viser quelque chose, tu dois bien viser haut.
puis de bien viser, de savoir exactement où on veut aller. Donc, en abordant ça, par exemple, avec Moment Factory, ce rêve de créer une nouvelle sorte de télé, je me suis retrouvé à développer toute une autre vie, toute une autre business que j'aurais pu m'attendre au départ de cette entreprise, qui s'est avérée, en fait, m'avancer vers ce rêve-là d'une façon inattendue. We take reality and we turn it into fiction. So nothing is staged, everything is real, but in the end, we are making things that are unreal. It's dreams. Ce film-là, c'est 99 Cent Dreams. Je l'ai fait quelques années après The Eye of the Sun. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux tester cette théorie, justement, qu'avec la caméra, je peux vivre n'importe quel rêve. Parce qu'on peut faire n'importe quoi sur l'écran. Il n'y a pas de rêve inaccessible avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, même si c'est pour un simple moment. Donc, j'ai pris cette théorie que j'ai appliquée sans trop y penser avec The Eye of the Sun, puis je l'ai amené à des amis. Un rêve, par exemple, celui de mon ami Matt, qui était d'être connu. Donc, on a commencé son rêve à New York, là où même s'il crierait nu dans les rues, personne ne le regarderait. Puis on l'a terminé à Tokyo, sur les grands écrans de Shibuya, où les Japonais, plutôt fanatiques, le voyant, lui demandaient des autographes tout de suite, le traitaient comme une star. Donc, de faire vivre le moment aux gens. Moi, mon rêve, par exemple, c'était de voyager dans le temps. Donc, dans le contexte du projet, c'est un rêve plus ou moins possible. Ça m'a amené au pôle sud et au pôle nord, là où les lignes du temps se rejoignent. Donc, il y a une certaine désillusion par rapport à vivre ses rêves. Quand on arrive au pôle nord, on voit que le temps ne semble pas bouger. Le temps est presque plus arrêté ou très ralenti, plutôt que de voyager dans le temps. Mais encore une fois, c'est de se transporter, même pour l'espace d'un moment, dans un rêve. Donc, et d'utiliser la caméra et le médium, particulièrement du cinéma, pour vivre ces rêves-là. Donc, 99 Cent Dreams est un film qui a été complètement improvisé. J'ai vraiment poussé ce que je faisais au niveau commercial avec Moment Factory pour développer un langage, pour apprendre à vraiment jouer cet instrument, à mixer des moments ensemble pour pouvoir en raconter une histoire sans savoir exactement où elle va m'amener. Puis, donc, le film a été improvisé complètement. Il a été tourné sur les 7 continents. On ne savait pas nécessairement où ça nous amènerait, mais la règle de base, c'était d'y aller. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, au bout de ce projet-là, j'avais l'impression que j'avais poussé ce côté-là du VJ, puis même du multimédia, dans le sens de Moment Factory, au niveau de l'expression personnelle, tout de moins. J'avais l'impression que j'avais poussé jusqu'au bout. Après 99 Cent Dreams, je trouvais, autant au niveau commercial que personnel, que je me répétais. J'ai eu une petite période de 2-3 ans comme ça, où je me trouvais un peu paresseux par rapport à ce que je faisais, parce que j'étais un petit peu dans la facilité. Je savais un peu ce que les gens, pas pour dire aimeraient, mais ce que je savais que j'étais capable de bien faire. Un des projets personnels que j'ai fait à Moment Factory, qui a été un tremplin par la suite, c'est Nomad. J'ai parti une autre compagnie après 99 Cent Dreams à Moment Factory, que j'appelais Moment Factory Media au départ, pour se concentrer au niveau du contenu. J'ai fait plusieurs projets, beaucoup de publicité, puis d'interactifs, justement, dans les espaces. Mais Nomad Station, qui n'est pas loin d'ici, qui est un café sur la rue McGill, l'idée a créé, j'ai fait un festival qui s'appelait Nomad Circle, un genre d'activité qui invitait les gens à faire des films dans le contexte d'un lieu spécifique. J'ai commencé à faire des choses en lien avec le mot nomade. C'est des écrans tactiles comme ça, avec un contenu original en ligne aussi. Donc, des stations comme ça de contenu. Mais un peu comme Moment Factory, ça a pris une certaine ampleur, ça crée une demande. Finalement, avec le succès de Moment Factory Media, à qui Nomad, la marque, appartenait,
on s'est retrouvé avec un drôle de problème à Moment Factory. Avec ces nouveaux services que j'offrais avec Moment Factory Media, l'offre de Moment était rendue trop large. Déjà, on avait de la difficulté à décrire ce qu'on faisait, mais là, ça devenait encore plus difficile. Puis, pendant plusieurs mois, on cherchait au niveau des communications comment faire pour, justement, est-ce qu'on se met à créer différents noms, Moment Factory Experience, puis tout ça, pour diviser les choses. Puis, finalement, après un an de travail avec Éric Fournier, qui a travaillé au Cirque du Soleil avant, de la façon qu'on l'avait rencontré au départ, puis qui a travaillé à Bombardier aussi, un gars qui venait vraiment des affaires, travaillait avec nous depuis un an, puis on brainstormait autour de ça, autour de la table à propos de ça, de nos communications, puis il m'a offert, il dit, bien, qu'est-ce qui arriverait? Mettons, moi, je t'achèterais tes parts. Ma réponse tout de suite, c'était, ben, c'est pas à vendre. C'est mon bébé, tout ça. Puis moi, j'avais vraiment un plan très long terme, comme vous savez, par rapport à ça. Puis, mais le soir même, je me suis senti justement comme si c'était la meilleure chose pour moi, que ça irait libérer Moment Factory, qui était vraiment dans un point où je sentais que l'arc, comme ça on dit, un arche ou un arc, que l'arc était tiré, qui était prêt à partir, en fait, puis que, à la limite, je le retenais même un peu par rapport à mes ambitions personnelles à moi, que la Moment Factory voulait aller quelque part qui, moi, m'intéressait moins à ce point-là, comme je vous expliquais plus tôt. Puis aussi que j'avais besoin d'être libéré par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être une factory, être une usine. J'avais le goût de partir de l'usine, puis d'être plus en lien avec le monde, de m'éloigner de mon ordinateur aussi. Donc, Nomade, que je développais déjà comme marque de commerce, m'a semblé déjà comme un excellent tremplin. Puis, en dedans de 2 semaines, on était justement, le Moment Factory n'était plus à moi. Puis depuis, Éric est là à jouer le tierce. Puis avec une concentration vraiment à faire qui a vraiment permis le succès de Moment Factory, à mon avis. Il avait besoin de ça. Puis moi, qui avais un peu plus d'expérience d'affaires que mes 2 autres associés, c'était beaucoup sur mes épaules, ce niveau-là. J'étais le président de Moment Factory aussi. Tu sais, j'étais le directeur des finances aussi, puis je n'étais pas nécessairement la meilleure personne pour ça. Donc, Éric a vraiment pris Moment puis l'a élevé, à mon avis. Puis, j'aurais pas pu partir sans sentir que ça vivrait bien, si pas mieux, sans moi. Puis moi, de mon côté aussi, j'ai été libéré dans ce sens-là pour faire, ayant appris ce que j'avais appris avec Moment Factory, pour en faire des projets qui étaient plus proches de mes propres intérêts. Alors, c'est quoi ces projets-là? Tous les jours, je passais sur Van Horn, en chemin vers Moment de ma maison, proche de ce building qui est au coin là, de Van Horn et Waverly, juste en face d'un parc. Puis, finalement, j'en ai regardé plusieurs autres, mais celui-là, il restait mon rêve. Finalement, j'ai acheté ce building 1 an après ma vente à Moment, qui est un 10 000 pieds carrés, sur 2 étages. On a construit des studios de son en bas, des studios de tournage. Au 2e étage, il y a des hauts plafonds d'une 30aine de pieds qui nous permettent de faire toutes sortes de choses en termes d'événements, des spectacles, ainsi de suite. Puis, je suis rentré là à Nomad Nation, qu'on s'est mis à l'appeler. Je loue de l'espace à des collaborateurs ou des possibles collaborateurs. On est une 50aine dans le building. Puis, c'est une équipe de création comme moi, je n'ai jamais vu avant. C'est ça mon job à la base, c'est faire de la direction de création plus que d'être réalisateur, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je gagne ma vie. Puis, j'ai jamais vu ce genre de dynamique-là parce que les gens qui prennent le projet, c'est beaucoup dans l'air du temps. Tu sais, les boîtes de production aujourd'hui, c'est parfois 2 personnes qui travaillent bien ensemble. Puis, ça ne prend pas nécessairement beaucoup plus que ça. Puis, donc, ça m'a permis vraiment de m'adapter à ce marché-là, tout en me gardant bien entouré de super créateurs que je n'aurais pas vraiment les moyens de me payer autrement. Puis, quand ils acceptent un projet, en bas aussi, dans le garage, on peut construire des décors, ainsi de suite. C'est génial. Vous pouvez voir certains événements là, qui se passent là en même temps. Puis, chaque événement, pour moi, c'est comme si le monde vient à moi.
c'est comme si, justement, j'ai moins besoin d'avoir les initiatives moi-même. Les choses viennent à l'espace, puis j'ai juste à me lever puis les capter. Donc, je me sens très chanceux de vivre dans ce contexte de création-là, puis ce contexte d'affaires-là aussi, parce que vraiment, les gens viennent à moi beaucoup plus que je vais vers eux, puis c'est un grand avantage. Là, je suis dans les projets personnels, on peut dire. Avec Nomad Nation, qui est un projet d'affaires qui fonctionne bien, évidemment. J'ai l'agence de contenu, qui est Nomad Industries. C'est tout nomade, de toute façon. Puis avec l'agence de contenu, de la façon que je travaille avec les gens, qu'on engage, quand ils prennent un projet, ils ne le prennent pas parce que je l'ai mis sur leur bureau, ils le prennent par choix. Donc, ça devient vraiment des partenaires dans chaque projet. Puis ça me permet aussi, ce contexte de travail-là, de mieux choisir mes projets. Parce qu'avec Moment Factory, je me suis retrouvé à un moment donné, après une couple d'années, vers la fin de Moment, à voir mon portfolio, puis voir que ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné, que je faisais beaucoup d'animations dans mon portfolio, puis il y a beaucoup de choses, en fait, que moi, je ne faisais pas personnellement, que je dirigeais un peu à distance. Donc, ça m'a vraiment permis de me rapprocher de ce que je peux vraiment amener au projet. Ce qui fait des meilleurs profits aussi. De prendre moins de projets, mais qui me vont mieux, me permet de beaucoup mieux les gérer puis d'amener une vraie différence. Puis quand on m'approchait beaucoup pour faire de l'exécution aussi, parce qu'on se disait, Jason est capable de faire de l'image, il est capable que ça soit beau, voici le concept, le storyboard, please handle it. Puis il y a des gens qui peuvent faire de l'exécution beaucoup mieux que moi. Moi, c'est vraiment dans la création que je peux me différencier. Je pouvais me permettre financièrement to take a step back and to just do projects, de juste voir ce qui se passe, puis de m'impliquer dans les choses qui m'intéressent, puis de faire mes propres projets. J'ai 2 filles. Une, Jane, a 5 ans. La plus jeune, Alix, va avoir 2 ans à la fin du mois. Elle m'inspire énormément. Jane est danseuse. Elle adore danser. Puis, donc, la première année que j'étais à Nomad, j'ai fait un film pour elle. J'ai fait un remake de son film préféré. Qui est Le Magicien d'Oz. Donc, avec aucun moyen, en 3 week-ends, on a pris l'espace, on a pris les gens du quartier pour jouer tous les rôles, sans aucun effet, en fait. C'était vraiment de regarder ce monde qui est là, puis de montrer à ma fille, disant, regarde le monde, en fait, le monde fantastique que tu aimes tant à l'écran, est là tout autour de nous. Puis ton père est un magicien. Même, donc, je joue le rôle, par exemple, du magicien. Puis la beauté d'un projet comme ça, c'est que, justement, sans but commercial, c'est vraiment un but personnel, c'est vraiment pour un peu expérimenter avec la perception de la réalité que ma fille peut avoir à un très jeune âge, puis d'essayer de semer le rêve dans elle très tôt. Je suis très content d'avoir fait ce film-là. Puis, ça a renforcé des liens avec toute la communauté autour de Nomad. Puis, c'est un film qui, je crois, même dans 10 ans, dans 20 ans, va être de plus en plus intéressant, en fait, surtout pour ma fille, qui commence seulement maintenant à le voir puis à comprendre certaines choses, tu sais, que j'essaie de lui communiquer. L'année dernière, en fait, le film vient de sortir. J'ai créé une capsule temporelle dans laquelle j'ai invité des gens à mettre des visions du futur. Puis, j'ai amené cette capsule temporelle, on a lisé un bateau qu'on a amené du Cap Horn au Cap Bonne-Espérance, c'est-à-dire de la fin du monde au début de la civilisation, dans le but d'atteindre l'île Bouvet, qui est l'île la plus isolée de la planète, qui avait été visitée par moins que 20 personnes avant. Plus de gens avaient vu la Lune que l'île Bouvet. Puis jamais personne ne l'avait escaladée jusqu'au sommet. Donc, c'était le but de l'expédition, d'amener cette capsule temporelle pour Alix, avec des visions du futur, au sommet de la last place on Earth. Donc, en me disant, si tout le monde était pour changer, le dernier endroit qui changerait serait certainement là. Ma vision du monde dans 50 ans, je pense que ça va être totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans 50 ans, le monde il va avoir l'air d'un nouveau monde. Je crois que les animaux parleront. Moi, dans le futur, j'aimerais bien vivre comme les Indiens, c'est-à-dire comme sans pollution. On cultivera la terre. Alors, Jason, s'il te plaît, laisse pas de traces sur cette île. Dis-nous pas trop où c'est.
Quand le comté du Cap Horn, c'est la fin de l'histoire, puis quand on s'en retourne à Bonne-Espérance, c'est le début de l'histoire. C'est un cycle. The future is now. I really do believe it's like what we create now is what's going to lay the groundwork for the future. Like the children we raise, the biggest responsibility I have is to my daughter. She is the future. C'était produit pour Discovery World à la base. Donc, c'est eux le diffuseur anglophone. On a fait aussi une série web pendant qu'on était sur le bateau. Puis, on a gagné le New Mix pour meilleure série documentaire avec ça à l'automne qui vient de passer. Puis, donc, ça, c'est le film. Les 2 derniers films que j'ai faits, c'est un pour Jane puis l'autre pour Alix. Puis, je crois que vous pouvez voir, encore une fois, ces liens entre la fiction et la réalité, et comment, justement, cette quête, pour moi, de marier les deux, puis non seulement cette quête, mais c'est devenu un peu ma façon de faire, de faire un trip, justement, comme Bouvet. C'est la seule façon que moi, je sais comment le faire. C'est en racontant l'histoire, en pensant au concept, en disant, c'est qu'est-ce que j'ai le goût de faire le plus au monde, maintenant, pas plus tard, quelque chose comme ça. Avec ces dernières années d'observation, on peut dire, avec Nomad, là, je suis vraiment à un point où je suis prêt à lui redonner une direction, de voir la beauté de ce qui se passe, de comment on le fait, de ce à quoi on est bon, parce qu'on est bon à raconter des histoires, on est bon à capturer des événements, mais à raconter l'histoire. The Nomads Tell the Story. Donc, cet été, je lance le bêta de ma station de télé, qui est en fait, va être 24 heures sur 24, live, pour les mois de juin, juillet et la mi-août. C'est-à-dire les grands événements de Montréal, tout local, le plus local possible. Je suis pas vraiment sorti de Montréal. On va être au Grand Prix, on va être à Oshéaga, puis il y a pas mal de tours entre les deux, festival de jazz, et ainsi de suite. Puis, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on prend des marques, on associe au contenu. Puis à partir de là, on raconte l'histoire par la perspective de cette marque-là qui est le présentateur du contenu. Je vous en parle aujourd'hui parce que vous pouvez sûrement m'aider avec ça. Sûrement certaines personnes dans la salle qui ont de l'expérience avec du sponsorship, on dit en français, avec de la commandite. Merci beaucoup. Avec la commandite. Écoutez, ça, c'est un de mes plans préférés. J'étais sur mon skateboard en chemin de Nomade à chez moi. C'est là la beauté de la chose, c'est qu'en pointant la caméra, les choses viennent devant nous. Puis je me promenais tout simplement en revenant chez moi, puis pour moi, c'est toute la beauté de la chose est là-dedans. Quand on pointe la caméra vers quelque chose, justement, les choses se présentent à nous. Donc, ça revient justement à ce but de la montagne, où de laisser guider par l'image, par les rêves, puis de les suivre par le biais que moi je fais. Donc, je vous remercie beaucoup.